Eh bien, aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir une oratrice qui est la personne la mieux placée pour parler du thème de cette année. Non pas dans le domaine médiéval, mais de façon générale, puisque vous le savez, au séminaire interviennent des médiévistes qui prolongent le thème du cours, et puis de prestigieux intervenants venant d'horizons divers qui montrent la façon dont on peut envisager une problématique de ce type dans des contextes tout à fait différents. Alors, Madame Bernadette Bricou est, bon, à tous les sacrements, ancienne élève d'école normale supérieure, elle est professeure à l'université à l'université Diderot Paris 7, dont elle est vice-présidente. Alors, il y a deux facettes, si je puis dire, de Bernadette Bricou. Il y a la Bernadette Bricou que je connais depuis des décennies, et qui a été la grande spécialiste et qui est la grande spécialiste d'Henri Pourrat. C'est ce qui nous a réunis. J'ai depuis mon enfance une passion, mais une passion d'amateur pour Henri Pourrat, auquel Bernadette Bricou a consacré sa thèse, et ce n'est pas n'importe quelle thèse, parce qu'elle a pu, d'une certaine façon, réhabiliter Henri Pourrat, qui était soupçonné de s'être pas livré à une véritable collecte de contes, d'avoir prétendu avoir recueilli des contes, mais en fait d'avoir écrit une œuvre littéraire à partir de sources écrites, justement. Et Bernadette Bricou, grâce d'ailleurs à la famille Pourrat, a retrouvé la collecte d'Henri Pourrat, l'a publiée, et donc sous le titre « Contes et récits du livre à doigt », a publié un livre admirable sur le trésor des contes, Le savoir et la saveur, Henri Pourrat et le trésor des contes, chez Gallimard en 1991. Et à la fois, elle a rendu justice à Pourrat et elle a permis de comprendre ce qu'est le travail du collecteur de contes, ce qu'est le travail d'un écrivain qui se met à l'écoute de la littérature orale et qui la travaille ensuite. Et donc, elle a continué dans cette voie, elle est professeure de littérature orale, elle anime un séminaire très prestigieux à Paris 7, et elle est internationalement connue dans ce domaine. Et puis alors, l'autre facette de Bernadette Bricou, plus intimidante d'une certaine façon, c'est que c'est devenu, elle a des talents d'organisatrice et d'animatrice intellectuelle prodigieux, et alors du coup, comme elle a fait des études poussées dans tous les domaines, elle a commencé par lancer à Sciences Po, dont elle est une ancienne, des séries de conférences, les Amphi 21. Alors, ça attire les foules, les gens se pressent, bon. Et il y a du mérite parce qu'ici c'est gratuit, mais les Amphi 21, non. Donc, les gens payent pour ça, c'est prodigieux. Bon. Et en plus, elle est maintenant vice-présidente d'une des très grandes universités parisiennes, ce qui n'est pas rien non plus, et elle organise un nombre de manifestations énormes. Enfin, elle a un talent pour ça qui me plonge dans une admiration sans borne. Enfin, sans borne, non. Au fond, l'admiration sans borne est côté Pourrat, et j'ai une grande admiration côté organisation, si je peux m'exprimer ainsi. Mais voilà. Et je lui laisse la parole, mais alors, donc, elle va nous parler d'Henri Pourrat. Henri Pourrat et le trésor des simples, vous voyez, l'heureuse variation sur trésor des contes, trésor des simples. Eh bien, vas-y. Merci beaucoup. Je suis, en dépit ou à cause d'ailleurs
tous les compliments excessifs que vient de m'adresser Michel Zinc, extrêmement heureuse et en même temps intimidée de parler avec vous, devant vous, de cette œuvre qui me tient à cœur, de cette œuvre qui me doit d'avoir connu Michel Zinc. C'est vrai, c'est à partir d'Henri Pourrat que nous nous sommes rencontrés, et c'est de notre admiration commune pour Pourrat qu'est née notre longue amitié. Je voudrais vous dire aussi que accueillir dans le Collège de France, Michel Zinc vient de dire que j'allais parler d'Henri Pourrat. Je crois que je vais d'abord parler des contes, parce que c'est ce qui est au cœur, cette parole des simples qui nous réunit. Et s'il s'agissait de se poser la question de savoir si un trésor de contes oraux est un trésor des simples, mais je dirais que d'une certaine manière, nous pourrions au fond répondre à cette question assez rapidement. Parce que les contes oraux, Pourrat le soulignait d'ailleurs, manquent toujours d'état civil. Ce sont des textes sans domicile fixe, ce sont des textes errants, ce sont des textes qui se sont transmis de la bouche à l'oreille et qui n'ont pas, si vous le voulez, de pédigré. Ayant posé la question à des étudiants et à des conteurs de savoir comment ils définissaient le conte oral, c'est peut-être par là que je commencerai, parce qu'ensuite nous allons parler, bien sûr, nous allons accompagner Henri Pourrat dans son entreprise. Un jeune conteur tunisien m'avait répondu, et c'était à la faveur donc d'une sorte de test. Vous voyez, c'était des réponses dans l'instant, et cette définition m'a toujours accompagnée. Le conte, c'est une parole orpheline, peut-être même bâtarde, parce qu'elle ne connaît pas son père et qu'elle est condamnée à chercher en nous sa maison. Je trouve que c'est très fort et très dense et très juste. Et vous voyez, par rapport à cette parole orpheline et peut-être bâtarde, ça conduira peut-être d'ailleurs à des questions, je vais vous demander d'ouvrir votre maison intime, à cette parole qui, je crois, nous nourrit autant que le conteur la nourrit de son expérience et de ce qu'il est. Alors, avec Henri Pourrat, eh bien, nous sommes aux prises avec un homme qui a choisi de consacrer sa vie à la collecte, au rassemblement et à la restauration des contes. Alors, quand je dis choisir, c'est peut-être un peu rapide et peut-être quand même que quelques éléments biographiques très rapides ne seraient pas inutiles. Henri Pourrat n'avait pas choisi, n'avait pas fait un choix, en tout cas un choix conscient, de la carrière littéraire ou de la vocation littéraire. Il a d'abord, c'est un homme qui naît dans la petite ville d'Ambert en 1887. Il est fils de petits commerçants. Ses parents tiennent une épicerie de luxe qui s'appelle la Maison Pourrat de Beauceau, où l'on trouve toutes sortes d'objets rares. Il va préparer l'école d'agronomie, il y sera admis, il est 13e, ce rang, dira-t-il, m'a peut-être porté malheur, et alors qu'il vient d'être admis à l'agro, il a 20 ans, eh bien on découvre qu'il est tuberculeux, à une époque où la tuberculose est une maladie contagieuse, souvent mortelle. Elle l'oblige à abandonner ses études, à revenir à Ambert, où il résidera toute sa vie et à adopter, on aura l'occasion d'en reparler, un mode de vie, une hygiène de vie, une forme d'ascèse qu'il n'avait évidemment pas programmée au départ et où la collecte des contes et l'écriture vont prendre une place considérable. Alors, je partirai, si vous le voulez, je parlerai bien sûr de la simplicité, des simples, de la simplesse, puisque c'est un terme qu'Henri Pourrat affectionne, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais je vais partir, si vous le voulez, je vais reprendre quelque chose qu'a évoqué Michel Zinc avec l'énigme de la collecte. Dès la publication des premiers volumes du Trésor des Contes en 1948, l'origine même de ces contes, l'origine populaire de ces contes se trouva mise en cause. En effet, dans la première note du premier volume du Trésor, Henri Pourrat affirmait avoir recueilli à la source,
aux lèvres même des conteurs d'authentiques contes populaires. Or, dès leur publication, l'origine même de ces contes, leur existence même en tant que textes oraux, leurs sources se trouvent mises en cause, et mises en cause de façon assez forte, à la fois par les instances universitaires et par les critiques, par les commentateurs d'alors. Ainsi, d'Émile Henriot, dans sa chronique littéraire du Monde, le 6 février 1952, on aimerait savoir s'il y a encore beaucoup de nourrices et de merlois dans les montagnes auvergnates. Vous voyez, pour Émile Henriot, les simples ont un sexe, ce sont des nourrices et des merlois. On aura l'occasion d'en reparler. Et Paul Delarue, de son côté, grand maître de l'ethnographie française, déplore qu'une telle collecte ait été mise sous le boisseau avant d'émettre de sérieux doutes quant à son existence même. Lorsque Jean Cuisnier, qui dirigeait alors le Musée national des arts et traditions populaires, me proposera d'éditer les récits et contes du livre à doigt, je lui soumets immédiatement la question suivante. Je lui dis, aurais-je la possibilité de publier des textes de la collecte d'Henri Pourrat? Il éclate de rire et il me dit, la collecte d'Henri Pourrat, vous croyez qu'elle existe? J'étais dans le dépouillement de cette collecte qui n'avait pas été ouverte depuis la mort de Pourrat et qui ne faisait pas moins de 8903 feuillets. Vous voyez que nous étions, il n'y avait plus que l'espace d'un malentendu. Alors, pourquoi ce doute, pourquoi cette mise en cause? D'abord parce que l'Auvergne, et plus particulièrement le pays d'Ambert, alors c'est intéressant par rapport à notre sujet et par rapport au simple, n'ont guère retenu jusqu'ici l'attention des voyageurs et celle des ethnographes, et si simple il y a, en Auvergne du moins, ils sont très mal lotis. Un texte d'un voyageur qui s'appelle Calmar du Genestou en 1810. J'ouvre les guillemets. Pour tout dire en deux mots, ces montagnes sont très insignifiantes et n'offrent rien de curieux. Un granit fort grossier, du mica fort commun, parfois du quartzialin ou du cristal de roche fort ordinaire, voilà tout ce qui pourrait y occuper l'attention du minéralogiste, le seul être qui, à mon avis, puisse se plaire dans les montagnes, de quelque nature qu'elles soient. L'habitant même de la première classe est encore à demi sauvage et peut-être plus brut que son granit lui-même. Vous voyez, on ne saurait mieux dire. Alors nous sommes en 1810, mais un siècle et demi plus tard, 2 siècles plus tard, que dis-je, un siècle et demi, allons, ne brûlons pas les étapes, Arnold van Gennep, dans son folklore de l'Auvergne et de Velay, insiste sur la rareté des textes collectés et conclut à l'extrême pauvreté de l'Auvergne en matière de contes, de légendes, de proverbes, de devinettes. Albert Dauzat, le grand Albert Dauzat, dont on parle tant notamment à propos des noms de famille, ne craint pas d'affirmer, au terme d'une collecte décevante, que le paysan auvergnat, le paysan de la Basse-Auvergne, ce simple dont nous allons parler, ce simple auquel Henri Pourrat a consacré sa vie, est à peu près dénué d'imagination et de mystique, je cite, « La facétie et le merveilleux et le fantastique lui étant également étrangers ». Vous voyez donc, en quelque sorte, la messe est dite. Henri Pourrat affirme avoir recueilli une collecte immense dans quelque chose qui est perçu comme un désert. Et il faudra se demander pourquoi. Peut-être que ce désert, il est lié au fait à l'absence de collecteurs susceptibles d'aller à l'écoute de la parole des simples et de recueillir sur le terrain, aux sources même des conteurs, des récits dont la narration a besoin d'être apprivoisée. Alors, je vais aller plus vite sur la collecte elle-même, mais pour vous dire que lorsque j'entreprends donc en 1975 de travailler sur les sources du Trésor des contes, eh bien c'est, comme le rappelait Michel Zinc, la générosité des enfants de l'écrivain, Annette Loras Pourrat et Claude Pourrat, qui venaient de léguer l'ensemble des archives de leur père au centre Henri Pourrat par eux créé à la bibliothèque municipale et interuniversitaire de Clermont-Ferrand, qui me permet d'accéder à une collecte immense, des centaines de textes de littérature orale recueillis quotidiennement
pendant près d'un demi-siècle, de 1908 à 1956, avec une période particulièrement dense, je dois le dire, qui est celle des années qui précèdent la Première Guerre mondiale. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Au total, 126 contes merveilleux, 103 légendes, 124 récits de peur, vous voyez, plus de 350 textes narratifs, datés et localisés avec précision, leurs sources sont indiquées, j'aurai l'occasion d'en reparler, une centaine de formulettes, plus de 2000 proverbes et plus de 500 chansons populaires. Ces textes ont été recueillis dans un périmètre très restreint, car Henri Pourrat se déplace à pied. Et donc, il va couvrir, au cours de ses promenades quotidiennes, une sorte d'ellipse de 17 km, voyez, qui correspond à peu près à la ligne des montagnes que l'on voit de la ville d'Ambert, qui est dans la vallée et qui marque en quelque sorte l'horizon d'une attente qui finit, un horizon qui finit, vu d'Ambert, là où le ciel commence. Rien de plus. C'est un territoire à hauteur d'homme. C'est un territoire qu'il explore à pied. Il se flattera de n'avoir jamais utilisé l'automobile. C'était un grand adversaire de la mécanisation. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Comme il a travaillé avec ces ethnographes qui, justement, ne lui feront pas crédit de l'existence de cette collecte, il note très scrupuleusement l'origine professionnelle, l'âge, le sexe des conteurs et parfois même le circuit de transmission, car il les interroge là-dessus. Il va s'interroger et évidemment, à la différence des textes médiévaux qu'analyse Michel, nous avons là des précisions très grandes sur la manière dont ces textes ont été collectés. Il va nous donner en quelque sorte l'état civil de ces contes, mais un état civil qu'il ne publiera jamais. Et donc, qui raconte ces contes ? Eh bien, l'origine professionnelle des informateurs de Pourrat nous montre qu'il existait, dans cette société traditionnelle, des institutions de transfert, des lieux de circulation de la parole extrêmement privilégiés, assez différents, ça ne sera pas une surprise pour vous, mesdames, messieurs, pour les femmes et pour les hommes. Pour les femmes, il y a d'abord peut-être le lavoir. Le lavoir qui est un haut lieu, vous le savez bien, de l'oralité féminine, puisqu'on y lave en famille son linge sale, et d'ailleurs celui des autres. On sait depuis les travaux d'Yvonne Verdier à quel point dans le linge que l'on lave, eh bien, on peut lire l'histoire des familles, la richesse, le sang, la souillure, les histoires à ne pas mettre entre toutes les oreilles, et ce lavoir où, n'en déplaise à mon voisin immédiat et à vous, messieurs, l'homme est toujours perçu comme un intrus, un saboteur, un curieux, un importun. Vous vous souvenez de la chanson que je ne chanterai pas, je n'ai pas le talent de Michel Zinc, sur les lavandières du Portugal. Dès qu'un homme approche, elles se taisent ou elles laissent tomber leurs bretelles, mais c'est évidemment une défense. Ce lavoir et cette fontaine, donc ouverte sur l'extérieur et sur le bruit qui court, c'est un haut lieu de l'oralité féminine et il y aura dans les informatrices d'Henri Pourrat beaucoup de laveuses, c'est-à-dire de lavandières, des femmes qui louaient leurs bras pour laver le linge des autres, parfois en cassant la glace. Vous voyez, nous avons dans la belle collection Terre humaine, Toi nous, le récit d'un enfant auvergnat, ce récit sur ces laveuses qui cassent la glace, elles ont 78, elles ont 80 ans. Il y en a une qui s'appelle Jeanne Lebon, dite La Soleil, et qui connaît des centaines de chansons. Voilà des informatrices de Pourrat. Il y a des lieux plus clos sur une activité féminine qui, on va le voir, réclame une ordonnance des gestes et des techniques. Ce sont les maisons où se réunissent les dentelières. La région du Livradois est une grande région de fabrication de la dentelle au carreau, mais aussi les ateliers des couturières, plus propices à la transmission ritualisée des contes merveilleux. Une transmission
qui se fait autour du chalet. Vous savez, cette grande, c'est une lampe à huile dont la lumière est réfléchie dans une grosse carafe à panse ronde. On dit que cette carafe doit être remplie de l'eau de pluie parce que l'eau de pluie seule n'altère pas la transparence du verre. Et donc, pendant que les femmes font de la dentelle, un peu comme dans les classes de couture que certaines d'entre vous, mesdames, ont suivi dans leur jeunesse, eh bien, il y a quelqu'un qui ne fait pas la lecture, mais qui raconte ou qui chante. Et ce sont ces récits qui vont rythmer l'activité féminine. Le lieu de réunion masculine par excellence, je n'y insisterai pas, c'est le café, c'est l'auberge, espace d'une oralité festive. On y mange, on y boit, on y cause. En général, les femmes n'y sont pas. Et c'est aussi le foirail, ça c'est très important, car le foirail est un lieu privilégié de circulation des complaintes. Ces complaintes, sortent de faits divers avant la lettre, qui racontent des crimes parfois vieux d'un siècle ou de plusieurs siècles. Ainsi, l'histoire de ce petit Jean qui avait assassiné toute une partie de sa famille pour l'envoyer plus vite au ciel. Ces complaintes sont chantées à voix nue, sans instrument, par des chanteurs au coin des rues, sur des airs traînants, lamentables, et l'incantation y a évidemment une très grande place. Mais l'institution de transfert, je surveille la pendule car le temps court et je crains de m'égarer par rapport à, de parler trop longtemps des premières étapes, n'est-ce pas, de notre rencontre et de vous perdre, chers amis, donc je vais aller plus vite. L'institution de transfert privilégiée, l'institution de transfert par excellence, reste la veillée. La veillée qui est perçue comme une espèce de souvenir-écran lié à l'évocation d'un âge d'or aujourd'hui disparu. Il y a l'idée qu'au fond, les lieux de transmission du conte traditionnel sont, en quelque sorte, appartiennent à un âge d'or révolu. Tous ceux qui travaillent sur le folklore ont le sentiment qu'il s'agit d'un objet rétrospectif. Gérard de Nerval parlera lui-même de ces récits qui se perdent avec la mémoire et la vie des bonnes gens du passé. Mais au fond, le chicanou de Rabelais ne s'exprimait pas autrement. Toute bonne coutume se perd, disait-il déjà. Et justement, chez Rabelais, vous trouvez l'image dans le Gargantua de Grand Gousia, je vais le citer, de Grand Gousier, je vais le citer de mémoire, donc je vais peut-être, pardonnez-moi, modifier un peu le texte de Rabelais, mais ce bonhomme Grand Gousier qui escarbote les cendres du bout d'un bâton et qui se chauffe les couilles auprès d'un beau, clair et grand feu, faisant à sa femme et famille de beaux contes du temps jadis. Vous voyez, c'est cette image-là, cette image de la veillée qui rassemblait bien sûr des familles, et très souvent des familles qui venaient d'autres fermes, et le maître de maison, lorsque la veillée était finie, remettait aux marcheurs un brandon de paille de seigle bien serré pour éclairer leur chemin au mauvais passage, alors que les enfants, depuis longtemps, étaient allés se coucher. Je voudrais dire deux choses sur ces institutions de transfert avant de vous parler de la quête de mémoire opérée par Pourrat, mais deux choses importantes. D'abord que ces veillées, cette transmission des contes, s'adressait à tous les âges et ignorait la distinction que nous opérons aujourd'hui entre classes d'âge. Nous avons tendance à considérer que les contes sont destinés d'abord à ces simples par excellence que sont les enfants, racontés par de vieilles personnes, souvent exclues de la vie active, et souvent des femmes. Un radotage de vieillards, ça n'a déjà pas grande importance, mais un radotage de femmes qui n'a plus toute sa tête. Les expressions dans les dictionnaires, conte de nourrice, conte bleu, conte de servante, conte à dormir debout, conte de ma mère loi, l'expression est antérieure à Perrault, ont tout un caractère péjoratif. Ce sont des contes à dormir debout, tout juste bons, nous dit-on, à amuser les enfants et les vieilles gens, des fables ridicules. Vous voyez, là, le caractère péjoratif est très fortement affirmé. Or, le conteur adulte s'adressait au cercle des adultes. Les enfants étaient admis aux veillées paysannes.
et ils ont pu s'approprier certains de ces récits qui ne leur étaient pas destinés. Les seuls récits qui aient été conçus à l'usage exclusif des enfants, ce sont les contes d'avertissement, c'est-à-dire les contes qui se terminent mal et qui avaient, eux, un caractère éminemment pédagogique, mettre en garde l'enfant contre un danger possible. Autre remarque sur ces institutions de transfert, les communautés traditionnelles ignoraient la distinction, sacro-sainte aujourd'hui, entre temps de travail et temps de loisirs. Et donc l'énonciation de ces récits oraux, qu'il s'agisse de contes ou de légendes, elle était accomplie pendant le temps d'un travail partagé, d'un travail accompli en commun. Et donc il est très intéressant de voir comment, par exemple pour les veillées, eh bien on sait que les longues soirées d'hiver étaient occupées à coudre ou à broder, à écaler les noix, à tresser des paniers, à fabriquer des chapelets. Et il sera très intéressant de voir comment, mais on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il serait très intéressant de voir, ça m'a passionné, comment la structure même de ces récits et le lexique de ces récits portaient parfois la marque de l'activité accomplie pendant le temps du contage. Ça participe évidemment de l'image qu'Apura de cette société traditionnelle pour laquelle il entend porter témoignage. J'ouvre les guillemets. Jadis, ils chantaient tous. Le sabotier devant son établi, façonnant au parroir le bloc de bouleau, le colporteur sur la grande route, le laboureur à ses labours de mars, quand le soleil et le vent volent ensemble de colline en colline, et les anciens nous jurent que c'est vrai, partout en campagne, on entendait chanter jadis. Voyez ? Et c'est donc l'écho de ce chant qui évidemment est un chant idéalisé, un chant qui réunit toutes les catégories de la population, tous les métiers, la ville et la campagne. C'est cette évocation joyeuse et idéalisée de la vie paysanne qui est celle d'une harmonie perdue pour laquelle Pourra entend porter témoignage. Voilà. Alors, vous me pardonnez, j'ai été trop longue sur cette première partie. J'en viens à la quête proprement dite, c'est-à-dire on va laisser de côté la collecte, elle existe, vous l'avez compris, c'est un trésor, nul ne songe aujourd'hui à le nier, et nous allons parler maintenant de la manière dont Pourra, de la quête de mémoire, et de la manière dont Pourra entend parler au simple pour qu'il lui parle, car, dit-il, cela ne va pas de soi. Peu d'écrivains, peu de grands collecteurs nous ont donné autant de précision que Pourra sur la manière d'aborder l'autre pour l'apprivoiser. Car, dit-il, cette parole se protège. Elle se protège de l'ethnographe qui va arriver, peut-être armé de son magnétophone, de son micro, pour enregistrer une parole qui sera traitée comme un matériau de laboratoire, dit-il. Elle se protège également du regard ou du jugement de celui qui ne la partage pas. Et donc, il a décrit dans un travail, notamment dans la belle préface des Contes de la Bûcheronne, la manière dont on va entrer en relation avec l'autre. C'est vraiment la fonction fatigue du langage. Établir d'abord quelque chose qui sera de l'ordre d'une connivence, s'approcher de la bergère pour caresser le chien et dire « il ne va pas m'attaquer, ça n'est tout de même pas le chien brise-fer ». Le chien brise-fer, évidemment, c'est le chien du conte. « Ah, dira la bergère, vous connaissez ces vieilles rubriques ?» Et elle va l'inviter à s'asseoir. Il va dire, on va d'abord parler du beau temps, de la pluie, du beau temps, de la difficulté de la vie quotidienne et du nombre de chèvres, avant de l'interroger sur les contes qu'elle connaîtrait. Et en règle générale, la parole se dérobe là encore, car tous les conteurs oraux, c'est simple, dont nous allons parler, commencent par nous dire qu'ils ont oublié ces récits. C'est une mémoire confuse. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ma mère, elle vous en aurait rempli un sac au fond coupé, vous voyez. Mais moi, je les ai laissés courir, je ne m'en souviens pas. Donc, il faut du temps pour que la parole affleure. Et d'ailleurs, dans cette transmission orale, qui est soumise à la fois, enfin, elle est soumise au hasard, aux accidents de la parole,
comme nous le vivons à cette tribune quand nous acceptons de quitter le texte écrit, ce qui est mon cas, d'où les lapsus, mais aussi aux aléas de la mémoire. Vous voyez, une vieille conteuse, 78 ans, qui commence à raconter Cendrillon à Pourra, dans une version assez éloignée de celle que vous connaissez, et qui dit, la fée lui dit d'aller chercher une orange au jardin. Une orange, ou peut-être bien une citrouille, je ne sais plus très bien. Mais Pourra gardera cela, et il en gardera très, et il a raison, car dans cette hésitation sur l'orange et la citrouille, il y a aussi, en quelque sorte, la marque d'une mémoire qui est une mémoire humaine, qui est une mémoire faillible, mais qui est en même temps, les failles de la mémoire laissent une large place à l'imaginaire, car ce qu'on a oublié, on va être contraint de le réinventer. C'est la même conteuse qui dira, enfin là, Michel me pardonnera parce qu'il partage le même émerveillement que moi devant ces trouvailles-là de l'art oral populaire. Vous savez, lorsque le prince enverra, parce qu'il ne le fait pas lui-même, il envoie l'un de ses hommes, l'un de ses serviteurs, de maison en maison pour aller essayer la chaussure à toutes les demoiselles. Le prince ne se dérange que pour l'essayage final. Enfin là, pardonnez-moi, j'extrapole un peu de manière facile. Eh bien, la conteuse dira, l'homme allait voir de maison en maison. Oui, ça c'est comme quelqu'un qui invite pour les messes des morts. Et ça, vous le voyez, c'est la part, c'est l'inscription d'un quotidien partagé qui est précisément celui de la conteuse. Donc, Pourra a décrit très précisément, je n'ai pas le temps aussi quand même, peut-être, de le citer, voilà. Rappelle les merveilles de celui qui faisait travailler les poissons et de celui qui disait tchaï. Elles riront, elles t'envisageront avec une surprise pleine d'amitié déjà. Tu es des leurs, tu es proche des simples, tu t'es nourri de cette parole, tu la partages avec eux. N'écris pas devant elles d'abord, cela les gêne, elles ne savent plus raconter. Écoute simplement. Jamais Henri Pourra ne s'encombrera, bon, il aurait pu le faire dans les dernières années de la collecte, mais les magnétophones auraient été fort lourds, mais d'un instrument d'enregistrement. Mais aurait-il à collecter de nos jours que je crois qu'il ne le ferait pas. Il ne sort même pas devant elle le petit carnet de promenade, cahier de promenade, dans lequel il va ensuite noter, après avoir quitté la conteuse, mais en son absence, les éléments fondamentaux du conte. Que sont ces éléments fondamentaux? Bien sûr, les mots-clés qui permettent de mémoriser la trame du conte, mais aussi ces phrases auxquelles il prête poétique, auxquelles il prête une densité particulière et qui surgissent à l'intérieur du conte presque comme une citation. Je veux parler des formulettes, ou mieux des motifs à caractère formulaire. Les motifs à caractère formulaire qui, vous savez, sont souvent dans le conte chantés, psalmodiés. Le conteur abandonne sa voix et en emprunte une autre, comme pour citer une parole plus lointaine qu'il lui faut citer de mémoire et par cœur. Âne, ma sœur Âne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Bien entendu, la formulette varie dans les récits populaires, mais elle va nous être donnée avec cette même forme poétique dont Zumthor avait fait dans l'introduction à la poésie orale une analyse très fine. Ce sont des incantations. Âne, ma sœur Âne, ne vois-tu rien venir de vers Nantes, de vers Paris, dit la conteuse populaire. Je ne vois que la poussière voler et les chevaux déferrailler. Ou bien tire la chevillette, cherra la bobinette. Vous voyez, on est dans le même type de formule. Et curieusement, Pourra, lorsqu'il parle de ces motifs formulaires, qui sont peut-être les motifs les plus archaïques du conte, les plus anciens du conte, on y trouve souvent d'ailleurs des mots sortis de l'usage. Verdoyer, par exemple, est déjà un mot archaïque au temps de la Bruyère.
Pourra nous donne un autre exemple, ce qui veut dire que cette poésie est le presbytère n'a rien perdu de son mystère, ni le jardin de son éclat. C'est la formule de Gaston Leroux. Vous voyez, elle a un caractère énigmatique. Mais ceci m'intéresse parce que ces formulettes sont souvent données comme des formulettes à caractère incantatoire, qui ouvrent des portes. Elles ouvrent des portes dans l'espace du conte, Sésame, ouvre-toi, mais elles ouvrent aussi des portes à la narration. Et donc, une fois cette parole populaire apprivoisée, Henri Pourrat, bien sûr, va donc en noter les éléments fondamentaux dans son cahier de promenade. Il rentre chez lui, il dort sur cette parole, il l'a expliqué très longuement, il faut dormir sur cette parole pour que le texte soit décanté par l'opération de la nuit. Il note le conte, et lorsqu'il s'agit de très grandes conteuses, de conteurs doués, on aura peut-être l'occasion, d'artistes à part entière, on aura l'occasion peut-être de revenir sur cette notion-là, eh bien, il va retourner chez le conteur, il va lui demander de raconter à nouveau, et parfois, donc moi j'ai dans la collecte, texte recueilli tel jour, corrigé tel jour, après la deuxième narration. C'est vous dire à quel point il se fait un devoir d'être fidèle et vrai, d'être au plus près de ce qu'il appelle le parlage de la conteuse. Et il dit « n'y change rien ». Pardon, je voudrais le citer là encore. Pardonnez-moi. En fait, on est beaucoup plus à l'aise avec la parole à saut et à gambade, car elle ne nous oblige à aucune vérification, mais c'est redoutable, je m'y perds. C'est pas celle-là. Reste le plus près possible du parlage de la conteuse, même s'il est très plat, même s'il est grossier. La grossièreté, elle n'est pas dans sa bouche, elle serait dans notre oreille à nous. Voilà qui est très intéressant, n'est-ce pas, pour le magnifique thème de ce séminaire. Ces mots ne sont pas chargés du même sens pour elle et pour toi. Écoute parler et rire ces bonnes femmes. Comment pourrais-tu être choqué? Vous voyez qu'il y a là une véritable ascèse de la part de Pourrat. Ni les frères Grimm, ni bien entendu Perrault, ni même la plupart des grands folkloristes du siècle dernier ne nous ont donné autant de précisions sur leur manière de recueillir ce trésor qui est le trésor pour lui de la paysannerie aux veillées entre le ronronnement du rouet et celui du feu rouge. Récit issu d'un monde ancien, inscrit dans la longue durée d'une parole séculaire, transmis de la bouche à l'oreille, dans vos familles même, mesdames, messieurs. Quand on dit transmis de la bouche à l'oreille selon une dimension séculaire, si vous interrogez un peu les récits qui fondent votre histoire familiale, vous allez vous apercevoir que de la grand-mère au petit-fils, on en revient très vite à l'Ancien Régime. Si certains d'entre vous font de la généalogie, vous allez voir que ces récits ont des siècles d'existence et que nous sommes tous, comparés à nos contes populaires, éminemment jeunes, ce qui est extrêmement réconfortant. Nous sommes des enfants face à eux. Des contes, des mythes, des légendes, des formulettes qui sont liées aux circonstances particulières de leur énonciation. Et Pourrat, alors je vais parler maintenant de son art poétique dans un instant, car là encore, le temps court. Le temps court, c'est Boileau qui disait hâtons-nous, le temps fuit et nous traîne après soi, et l'instant où je parle est déjà loin de moi. C'est ce que je suis en train de mesurer moi-même. Voilà, je me dis que je n'ai encore rien dit, mais vous avez le sentiment que je n'ai déjà que trop parlé. Hélas, hélas. Voilà. Couplet, je cite Pourrat, dicton, image paysanne. Ce n'est presque rien, pas plus qu'une rosace naïve ou qu'une pâquerette sculptée dans le lindage de la porte basse. Mais cette porte s'ouvre sur la campagne, celle des métairies dans les carreaux des champs, celle des prés, des bois, des ravines,
des monts, où le travail de l'homme domestique la terre, mais où subsiste sous le ciel tout le vert mystère des herbes et des feuilles. Vous voyez, ces contes, pour lui, font partie intégrante de la création et ils sont inséparables des circonstances qui ont entouré leur surgissement. Comment arriver à donner idée de la couleur du jour, de la lumière, de la pénombre, de l'éclat de rire de l'enfant écoutant la conteuse. Il a cette ambition-là et c'est ce qui va le conduire à élaborer, ce sera le troisième temps de cette présentation, ce que je n'hésite pas à appeler un nouvel art poétique. Un art poétique destiné, non plus après s'être mis à l'écoute des simples, il s'agira de faire parler les simples. Et comment arriver à faire parler les simples par l'écriture? Comment arriver à faire que le texte transmis de vive voix ne devienne pas lettre morte? C'est une préoccupation qui n'est pas du tout étrangère aux conteurs populaires. Je vais ici, vous me pardonnerez, faire juste allusion à un élément qui est un élément autobiographique. J'ai été évidemment amenée, lorsque j'ai commencé à travailler sur Henri Pourrat, à rechercher des conteurs populaires. Je me suis dit que certaines d'entre elles étaient peut-être encore vivants, au moins les plus jeunes. Et moi, j'avais la possibilité d'y aller avec magnétophone. Pas caché dans ma poche, je le leur disais bien sûr, mais après tout le travail d'apprivoisement, j'ai eu la possibilité de les enregistrer. Je parlerai, si vous le voulez bien, de l'un d'entre eux que j'ai bien connu. Il s'appelle Félix Bouche. Lorsque je le rencontre, il a 67 ans. Il est maçon à Chassagnol. Il a raconté des contes à Pourrat, plutôt des contes facétieux, en 1945. J'ai les textes de la collecte d'Henri Pourrat, j'aurai les textes recueillis par moi, enregistrés par moi et leur transcription. Or, Félix Bouche, alors, c'est un homme qui sait lire et écrire. C'est un homme qui écrit, se pique lui-même d'écriture. Il a un cahier de pensée où il note tous les soirs une pensée sous forme proverbiale, un aphorisme, une vérité générale. Ce cahier est un cahier secret, c'est son épouse qui va m'en parler et qui va me dire « Vous devriez insister auprès de Félix. Mon mari est un penseur et c'est un lettré. Il va vous demander d'ouvrir le cahier au hasard, ce que je ferai après avoir apprivoisé Félix Bouche, et il lira lui-même. Alors, on l'interroge comme un livre divinatoire, et la pensée sur laquelle nous allons tomber est la suivante. La lune de miel est depuis longtemps terminée, mais la vieille, faut la supporter. Et son épouse admirative, après disant, vous voyez ce que je vous disais, c'est un lettré. Elle est émue aux larmes. Ils étaient magnifiques, les Bouches. Or, que disait Bouche? Parce que quand il avait accueilli Henri Pourrat, il m'accueille, je lui explique que je travaille sur cette œuvre, et il me dit, bon, je sais bien que vous allez en faire autre chose. Je le cite, c'est un enregistrement, donc je le cite exactement. Mais évidemment, vous n'aurez pas à savoir. Moi, j'étais maçon. Alors le manœuvre, il me faisait le mortier, n'est-ce pas? Alors le mortier, c'est moi qui vous le fais en ce moment. Et pour employer ce mortier, c'est-à-dire les paroles, il faut en arranger un peu, vous comprenez? Parce que moi, j'arrangeais mon mortier. Je mettais de l'eau, je mettais un peu plus de ciment. Alors ça, c'est du rustique, ce que je vous dis. Alors vous allez l'arranger à votre manière, vous y mettrez des phrases, des points d'interrogation, si vous voulez, des virgules et des apostrophes. Voilà donc l'idée, et c'est intéressant, n'est-ce pas, qu'un Félix Bouche fait du travail ultérieur. C'est du rustique ce que je vous donne, ce que je vous dis, et Henri Pourrat, il va appartenir à Henri Pourrat d'y mettre des virgules et des apostrophes, mais il va faire bien davantage. Alors, j'en viens à la partie la plus passionnante, qui est le cœur de mon propos. J'aurais dû commencer par là, mais bon. Contre cette transcription littérale, celle à laquelle j'ai procédé moi-même, exigée par les ethnographes, et qui transformerait le collecteur en greffier de l'oralité, en greffier d'une oralité transmise littéralement, Pourrat va s'affirmer
comme un défenseur passionné de, faut-il dire, l'adaptation, de la réécriture, de la restauration des contes. Parce qu'il s'est imprégné des récits populaires, parce qu'il les a recueillis et notés fidèlement, parce qu'il a collectionné les almanachs, les images d'Épinal, les brochures de campagne, les copies d'élèves aussi. 375 copies d'élèves recueillies dans toute l'Auvergne, car Pourrat, avec la connivence de l'Académie, avait pu faire donner par les instituteurs aux enfants, raconter une histoire ou une légende de votre vieux pays d'Auvergne, en respectant les formes du parler patois si besoin est. Et savez-vous que dans les 375 copies de sa collecte, j'ai trouvé quelquefois les récits racontés par la petite fille d'une conteuse que Pourrat avait interrogée. Il y a là quelque chose d'extrêmement émouvant du point de vue de la transmission familiale. Eh bien, Pourrat, nourri de ces récits, va réclamer pour lui-même la liberté du conteur populaire et le statut de ce Pourrat. Il utilisera lui-même son nom. Certains dictionnaires nous disent que le Pourrat, c'est le poireau. Ce n'est pas du tout l'étymologie qu'il retiendra. Le Pourrat, dit-il, en Auvergne, c'est le pauvre, qui dans le forêt va de ferme en ferme, colportant les nouvelles, contant les contes, chantant les chansons, une sorte de trouvère à l'usage des fermes et non des châteaux. Un trouvère à l'usage des fermes. Donc vous le voyez, Pourrat va se présenter non pas comme le porte-parole privilégié de cette tradition populaire, mais comme un conteur populaire parmi d'autres, un vecteur de cette transmission orale qui va utiliser les moyens de son art poétique pour faire entrer en écriture ces récits. Évidemment, il est tout à fait sensibilisé à la position paradoxale où il se trouve. Position paradoxale qui devrait lui permettre d'atteindre un point d'équilibre fragile où la transcription qu'il veut fidèle ne sera pas trahison. Et c'est un peu le problème de la traduction que l'on retrouve là. Impossible, dit-il, de ne pas toucher à ces contes. Donné tel quel, sans sel ni sauge, il reste curiosité de spécialiste. Et dans d'autres textes, il dira « ils sont tels quels, à peu près illisibles ». Et impossible d'y toucher, ils ne sont pas tiens, ce sont les classiques de la paysannerie. Donc, comment arriver à les toucher, à leur être fidèle, sans y rien changer? Comment arriver à élaborer un art poétique qui nous permette d'être au plus près, non pas de la fidélité littérale, mais d'une fidélité qui se voudrait tout à la fois poétique et symbolique et spirituelle. Alors, il élabore un art poétique dont je ne pourrais ici, si vous le voulez bien, évoquer que quelques grands traits. D'abord, première idée très forte, j'ai été très sensibilisée à ce que Michel Zinc évoquait tout à l'heure de la pauvreté et du dépouillement. Il dit qu'il se réclame, dans cette écriture, d'un art populaire, et d'un art populaire qui est fils de la nécessité. L'art populaire, dit-il, est le trésor des pauvres, et il est né de cette pauvreté même, c'est-à-dire d'une économie de moyens. L'art dont il se réclame, c'est l'art des imagiers. L'art des imagiers de l'imagerie populaire, mais l'art aussi des créateurs de vitraux, car pour lui c'est du même ordre, des imagiers ou des peintres de vitrail qui sont conduits à styliser le réel, à retrancher, à élaguer, à émonder pour venir à bout de la complexité d'un monde que les moyens de leur art rendent intraduisibles. Il fallait ramener les lignes à une taille en plein bois pour les imagiers. Il fallait les réduire les nuances à 2 ou 3 couleurs, puisqu'on coloriait au pochoir. Et cette économie de moyens qui fonde un art dépouillé, un art ramassé, cette économie de moyens est aussi celle qui permettra au récit
de s'imprimer dans les mémoires. Car, alors, bon, j'ai travaillé avec des conteurs traditionnels, n'est-ce pas? On s'aperçoit que très souvent, pour que le conte puisse être mémorisé, il faut que dans sa structure même, il soit simplifié, il soit élagué pour qu'il s'imprime. Si la structure est trop complexe, il ne s'imprimera pas. Donc, Pourra va conserver les ellipses du texte oral, il va conserver les ruptures de ton, il va conserver les silences, il va éviter d'éclairer les personnages de l'intérieur, car les personnages des contes populaires, sont des personnages sans épaisseur. Des personnages sans épaisseur psychologique, un peu comme le sont les figures du jeu de cartes ou celles du théâtre d'ombre. Vous vous souvenez de cette formule de Claude Brémond qui a été souvent mal comprise. Les personnages de contes sont des fonctionnaires. Ça ne veut pas dire que ce sont des cols blancs, ce sont des supports de fonction. C'est-à-dire qu'ils n'existent que par leurs actions. Et il sait aussi que le paysan répugne aux abstractions, qu'il pense par images, et que le seul vivier dont il dispose, c'est celui des images. D'où un tissu de métaphores et de comparaisons qui seront souvent empruntés à la vie rustique et qui feront du conte une sorte de microcosme aux couleurs de la création. Est-ce que je peux vous en donner un exemple? Pourra va recourir, j'ai parlé pour l'instant de l'art des imagiers, je vais parler maintenant de sa langue. De sa langue qui va emprunter d'abord au dialecte, notamment au dialecte d'Oc, puisqu'il s'agit bien sûr du dialecte que l'on parle de la région d'Ambert. Une langue dépourvue de termes conceptuels, qui est bien propre, selon Pourra et selon son ami Régis Michalia, à nommer les outils, les objets, les gestes, parce que les mots font image. Alors, je ne suis pas lexicographe, encore beaucoup moins que Michel Zinc, mais je vous en donnerai cependant un exemple. Le mot « lesso », faut-il dire « leisso », je ne sais pas, pardonnez-moi la prononciation. Dans le dialecte d'Oc, dans le dictionnaire de mots du dialecte d'Oc élaboré par Michalia, il désigne la trace laissée dans le chemin par une flaque d'eau qui s'est évaporée. Oui, mais il désigne aussi le vide laissé dans une famille par l'un des membres de la famille lorsqu'il a quitté ce monde. Vous voyez, le même mot pour désigner la trace de l'eau évaporée et pour désigner la trace laissée, le vide laissé par celle ou celui qui nous a quittés. Et c'est très souvent, vous le savez bien, dans l'amplitude de cette trace même qu'on va mesurer l'amplitude de l'absence, d'une absence dont nous mesurions pas, tant que l'autre était auprès de nous, les résonances possibles. Donc, il élabore, j'en dis un mot, une langue. Pardonnez-moi, il faudrait beaucoup plus de temps, mais peut-être que ça vous incitera à relire Pourra, nous l'espérons en tout cas, je l'espère en tout cas, c'est mon pari. Il élabore une véritable langue qui veut être une langue rustique. Et il élabore pour ce faire, c'est encore une entreprise titanesque. 1060 contes dans le Trésor des contes, il élabore pour les écrire une langue contenue dans les cahiers d'expression, ce qu'il appelle les cahiers d'expression. Cahiers d'expression où il note bien entendu les mots et les formules recueillis auprès des conteurs, celles qui le frappent. Mais les libratensismes, c'est-à-dire les expressions propres au livre à doigt, les archaïsmes, des mots exilés ou perdus dont la saveur n'a pas été affadie par l'usage et qu'il va glaner au fil de ses lectures, chez Montaigne, chez Olivier de Serres, chez Rabelais, chez La Fontaine même, le lexique des compagnons du Tour de France. Donc vous le voyez, une langue très riche, très élaborée, mais qui lui paraît susceptible de traduire la réalité qu'il veut transcrire. 30 000 expressions dans les cahiers d'expression. Nous avons aujourd'hui en co-direction une jeune étudiante japonaise qui travaille, sur ces 30 000 expressions. Fascinant, l'élaboration d'une langue. Et lorsque Pourra, qui est malade, craint de ne pouvoir terminer son trésor, il laissera une note en disant « Si je ne peux pas terminer mes contes,
Je demande à Alexandre Vialat de le faire, son ami Alexandre Vialat. Il pourra le faire en cédant des cahiers d'expression. Cela serait très important. Donc il lui donne les récits et la langue qu'il a élaborée à la fois au fil de sa collecte orale et au fil de ses lectures. Et cette langue rustique, comme les contes, a la patine des choses très anciennes, bien entendu, parce qu'elle se donne comme une langue patinée par l'usage, comme une langue qui a la couleur du vieux temps, comme une langue, non pas comme une langue archaïque, mais comme une langue qu'il voudrait, comment dire, est-ce que c'est un parfum? Je crois que c'est une musique. Ce qu'il évoquera le plus, vous savez, c'est la musique particulière, l'émotion particulière que nous ressentons lorsque nous entendons une chanson populaire. Dans le mi-temps du lit, la rivière est profonde. L'émotion particulière que vous ressentez ici, lorsque vous venez entendre la musique singulière de ces textes si magnifiquement oralisés, j'ai presque envie de dire mis en musique par Michel Zinc, parce que je l'écoutais et c'est vrai que la musique de cette langue-là, qui nous parle de notre mémoire, qui nous parle d'un vieux temps qui n'est pas si éloigné de nous, puisqu'il fait partie de nous, eh bien c'est précisément cette langue-là dont Pourra veut porter témoignage. Alors Michel Zinc va me dire que je parle depuis 1 heure, qu'il est bien tard, et j'en viens au cœur du sujet. Nous sommes dans le 4e temps, hein, après la collecte improbable, après l'apprivoisement des conteurs, faire parler les simples, après l'art poétique. Je vais parler de la recherche de cette simplicité perdue, mais rassurez-vous, là je vais poser surtout une quantité de questions qui peut-être prêteront à la discussion. Qu'est-ce que serait cette simplicité perdue qui est au cœur du trésor des contes? Je dis simplicité perdue, car chez Pourra, elle est vraiment marquée au coin d'une nostalgie. D'abord, il parle du temps de la simplesse. Comment croire à ces histoires incroyables, dit-il. Les gens du temps de la simplesse aimaient pourtant à les prendre pour vraies. Alors évidemment, j'ai cherché dans le Godefroy, j'ai cherché aussi bien sûr dans le Furetière, et j'ai vu que ce terme simplesse désignait une simplicité ingénue. Simplicité, ingénuité, innocence. Chez Furetière, mais c'est assez beau. Furetière en 1690, ce terme n'a plus guère d'usage que dans le discours familier, et dans cette phrase, il ne demande qu'amour et simplesse pour dire que c'est un homme ingénu, un homme qui a des manières douces et aisées et qui ne demande qu'à vivre en paix. Amour et simplesse, vous voyez, quel beau programme de vie. Enfin, on n'est pas très loin de l'idée que je me fais moi-même du prince charmant, mais l'amour et la simplesse ont-ils de nos jours la fortune qu'ils avaient dans le Furetière? Je n'en suis pas si sûre. Alors, que nous dit Pourra? Que nous dit Pourra? Que donc il est à la recherche d'une simplicité perdue. Où trouver aujourd'hui la simplicité? C'est une question qui revient sans cesse dans ses essais, par exemple dans La Fontaine au bois dormant. On ne sait plus qu'il y a encore une source au fond de la prairie. Alors quelle est cette source? Il y avait des fontaines dans le cours de Michel Zinc, je vais essayer de lui faire écho. Bien, cette simplicité perdue, ce serait d'abord la simplicité de l'univers des contes, un univers qui abolit, nous dit Pourra, non, je le dis, mais il l'évoque autrement, toutes les cloisons dont notre monde est hérissé. Un univers qui nous ouvre les portes d'un royaume où tout est vivant, où la pierre est vivante puisqu'elle roule, où le torrent est vivant puisqu'il dévale le ravin, où dans les contes merveilleux, non seulement les animaux, mais les arbres, mais les herbes, mais les étoiles sont des acteurs à part entière et qu'ils parlent, ce qu'un très beau conte merveilleux appelle le langage obscur, le langage de la création, la musique du cœur du monde.
Vous voyez, je suis en train d'aller vers une idée, enfin je suis sûr que Michel Zinc me le permettra, faire parler les simples, ce n'est pas seulement faire parler les simples gens, c'est aussi faire parler les herbes dont nous allons faire des décoctions pour nous soigner. Le langage des simples, c'est aussi le langage de l'univers, le langage des herbes, le langage des feuilles, le langage des pierres. Vous allez dire que je m'emballe. Régis Boyer me taxait de romantisme cryptique, mais c'est pas moi, c'est Pourra, c'est Pourra. Qui regarde un homme au visage, dit-il dans la ligne verte, ne prend-il pas idée de son âme? De même, celui qui regarde devant soi, ne sent-il pas, il ne sait quoi d'incertain, comme une parole chuchotée de ses campagnes assoupies? Faire entendre la parole chuchotée des campagnes assoupies. Vous voyez, arriver à la mettre en mots parce que l'univers parle un langage obscur dont nous avons perdu la clé. La simplicité perdue, c'est aussi celle des contes qui vont répondre aux questions fondamentales que les enfants se posent et nous posent. Je veux parler des pourquoi. On a un mot savant qui est l'émimologisme. L'émimologisme, c'est-à-dire, enfin non, d'abord les récits étiologiques, mais aussi les mimologistes. Parlons des récits étiologiques d'abord. Les pourquoi, c'est-à-dire les récits qui répondent aux questions que l'enfant se pose et nous pose. Pourquoi le rossignol ne chante-t-il que la nuit? Pourquoi les œufs du rouge-gorge sont-ils bleus? Pourquoi le roitelet porte-t-il sur la tête une petite huppe? Pourquoi les haricots ont-ils une petite couture noire sur le dos? Et pour chacune de ces questions, il y a une réponse dans un conte, dans un récit étiologique. Mais plus fondamentalement, pourquoi la nuit succède-t-elle au jour? Où se cache le soleil lorsqu'il disparaît à nos yeux? Et si le soleil ne revenait pas, s'il venait à être happé par la bouche d'ombre, que serions-nous? Que deviendrions-nous? Donc vous voyez que ces questions qui sont pour Pourra des questions de l'enfance, elles renvoient à la fois aux questions que nous sommes posées enfants, que nous avons posées enfants, et auxquelles on a souvent répondu en nous disant « tu le sauras lorsque tu seras plus grand », ou bien « va voir ta mère », ou bien « demande à ton professeur ou à ton instituteur ou à ton maître », ça dépend, mais aussi aux questions qui sont celles de l'enfance de l'humanité. J'ai fait un lapsus très grave, en plus c'est enregistré, donc ça va rester derrière moi. J'ai parlé de mimologisme alors que je brûlais les étapes. Les mimologismes, ce sont les récits qui nous donnent une interprétation humaine des chants d'oiseaux, des cris d'animaux, des bruits de la campagne. Les mimologismes nous donnent une interprétation humaine de ces chants d'oiseaux. Vous en avez un magnifique dans la Cendrillon des Grimm. Ruck die Guck, Blut ist im Schuck, der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. C'est-à-dire, Ruck die Guck, vous voyez, c'est le roucoulement de la colombe. Malheureusement, je ne suis pas conteur. La traductrice qui a traduit cette formulette par tournoutouk ne l'était pas non plus. Elle n'avait pas vu que c'était la colombe, même starbée, ne chantera jamais tournoutouk. C'était vraiment roukedigouk. Blut ist im Schuck, le sang est dans la pantoufle. La vraie fiancée est encore au logis, celle que tu cherches est encore à la maison. Bon, voilà. Donc, ces mimologismes, ils donnent à entendre le langage de l'univers. Et c'est précisément ce que Pourra voudrait donner à entendre dans les 1000 contes du trésor. Il y a eu, écrit-il, un âge de la magie, ce sera ma dernière citation peut-être, âge des cavernes, où les chasseurs dessinaient sur la roche leur gibier de bison, de rennes, d'avances transpercées. Et il y a eu une entreprise générale d'incantation, les contes. Hardiment, follement, ils ont inventé les réussites, encore à concevoir et à former, comme les autres découvertes, le briquet, le marteau, l'arc, la roue, complètes comme des recettes, balancées comme des chansons, ces imaginations incantatoires ont fait le tour de la terre. Vous voyez, au fond,
ce sont ces imaginations incantatoires que Pourra a voulu, dans cette œuvre gigantesque, 1060 contes, l'œuvre d'une vie, dans son Gaspard des montagnes, qui est aussi un roman fait d'un tissu de contes, dont il a voulu rassembler le trésor pour porter témoignage d'un monde marqué au coin de la simplicité. Alors cette simplicité, ce serait celle d'une innocence retrouvée, nous dit-il, le temps de la légèreté, le temps d'une poésie que dominerait ce qu'il appelle l'esprit d'Alouette. L'esprit d'Alouette, c'est l'imagination qui survole les terrains cadastrés de la raison. Pourra se défie des terrains cadastrés de la raison, comme il se défie, au fond, de l'intelligence rationnelle. Bien entendu, il est dans un monde où règne l'image et où prévaut la sensation. Faire parler les simples gens, mais aussi les herbes, les plantes, les étoiles, pour se mettre à l'écoute du langage de l'univers et pour l'écouter chanter. Alors, ce monde, est-ce que c'est celui du Jardin d'Éden pour le grand chrétien qu'est Pourra, celui du temps d'avant la chute, bien entendu celui du temps où l'homme et la femme étaient nus et où ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre, sans aucun doute, mais c'est aussi le temps d'une harmonie perdue. Alors là, bon, il y a du christianisme, mais je crois qu'il y a aussi de l'animisme dans le Trésor des contes. C'est aussi le temps d'un univers réconcilié dont l'homme, avec lequel l'homme serait en sympathie immédiate. Et ce temps, donc, c'est le temps d'une jeunesse perdue. C'est le temps aussi, où les morts et les vivants dialoguent. Le dernier texte que je vais citer est un texte à deux voix. C'est un texte qui m'émeut, que je ne peux jamais lire sans une émotion particulière. C'est le tout dernier et je me tairai. C'est un texte issu d'une très belle œuvre qui s'appelle Les Jardins sauvages et il est publié aujourd'hui en livre de poche, enfin dans une collection de poche, qu'il a consacré en particulier à la mémoire de son ami Jean Angély, mort pendant la Première Guerre mondiale. Pourra a vécu pendant toute sa vie avec la culpabilité d'avoir survécu à ces générations de jeunes gens morts à la guerre, qui avaient son âge, qui sont partis à la guerre alors que lui, tuberculeux, a été obligé de rentrer à la campagne avec les enfants et les femmes, et il y est resté. Et donc Jean Angély, mort au combat, Jean Angély dont il pensait que c'était lui le poète, et auquel il consacre des textes éblouissants sur l'enfance, sur l'innocence perdue, sur une ingénuité qui les mettait immédiatement en relation avec le monde invisible, celui des morts, celui des esprits, celui des lutins, celui de la parole chuchotée de ces campagnes assoupies. Voici le texte de Pourra, et les dernières lignes sont d'Angély. Des lignes d'ombrage fermaient les prairies sous de longues croupes désertes. On regardait la lumière des pelouses humides et ces baies d'arbres loin où l'ombre bleuissait. Cela mettait dans l'âme un esprit de songerie, mélancolie tout ensemble et rêve d'amitié. Dans ce silence, comment comprendre devant nous la parole vague des choses? Vous voyez toujours cette parole à entendre. Que nous disent-elles? Que nous veulent-elles? Que sont-elles pour nous faire cette petite blessure au cœur? Et voici le texte d'Angély. C'est un poème. Ô diserte blessure, et comme du couteau dont jadis tu taillais les sifflets printaniers, te lavant aux vertes rigoles, et dans ta poche, de lui-même, le sifflet chantait. C'est magnifique. Je me tais. Je répondrai à vos questions, bien sûr, si vous en avez. Bon, Bernadette, c'est toujours un plaisir, plus qu'un plaisir, un épanouissement de t'entendre, mais aujourd'hui tout particulièrement. Et puis, alors,
Bon, évidemment, je suis partial parce que c'est toi, parce que c'est pourra, etc. Mais enfin, tout de même, je pense que c'est une parole qui a marqué. Je pense que beaucoup veulent parler. J'essaye d'être bref. Je dis juste 2 mots parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et bien sage en relation avec ce que nous disons, nous, dans le cours et bien en sûr. bien. Juste pour signaler. D'une part, donc effectivement, j'aurais dû y penser. Ce mot magnifique de simplesse qu'emploie pourra, donc c'est pas un mot médiéval, j'ai appris qu'il apparaît dans Furetière, ça correspond exactement à ce dont nous parlons. Deuxième point, à quel point il y a des éléments dans la représentation de cette littérature, enfin de cette culture orale chez Pourra, qui ont des équivalents déjà au Moyen-Âge. Par exemple, quelque chose comme le lavoir, qui est tellement important, comme Bernadette l'a dit au début. Eh bien, vous vous rappelez que dans la querelle entre les tenants de la poésie complexe et hermétique, le Trobarclus, et les tenants de la poésie facile, le Trobarléou, Giraud de Borneille, partisan du Trobarléou, dit « Oui, mais moi, je suis content quand j'entends mes chansons chantées par les simples femmes à la fontaine. » Mais la poésie de Giraud de Borneille n'est pas particulièrement simple. En fait, quand on regarde des poèmes, il n'y a pas une si grande différence entre ceux de Giraud de Borneille et ceux de Rimbaud d'Orange. Donc, il s'agit d'une assimilation de la poésie, d'une intériorisation de la poésie, de l'idée qu'on se fait de la poésie, plus que d'une pratique réelle. Et deuxièmement, Bernadette Bricou a noté très justement, enfin, pas dire diminuer son mérite en disant que ça va de soi, mais enfin, c'est quelque chose connu, que tous ceux qui travaillent sur le folklore ont l'impression que c'est quelque chose qui se perd. Ils travaillent sur un objet rétrospectif. Alors, elle est remontée jusqu'au XVIe siècle. C'est quelque chose qui est vigoureusement senti au Moyen-Âge et qui constitue même le prologue obligé des poèmes médiévaux. C'est quelque chose qui est argumenté de façon qui se veut savante dans le prologue des legs de Marie de France. Je recueille des laits bretons parce que sinon ils seraient perdus. Et c'est quelque chose, c'était le thème de ma leçon inaugurale au Collège de France il y a 20 ans, que c'est une littérature qui crée une poésie qui crée une partie de ses effets en se supposant un passé qu'elle a ou qu'elle n'a pas, mais ou en introduisant une sorte de trompe-l'œil, une profondeur du passé, et en voulant donner à entendre qu'elle résonne juste avant que ça s'éteigne. Et cela va avec le fait que tous les conteurs oraux disent que leur mère, bon, elle aurait rempli un tonneau percé, mais moi, tout est parti, etc. Alors, oui, quelque chose d'essentiel, c'est comment parler aux simples pour que les simples parlent, ce qui est la grande question que pose Henri Pourra, et que l'on ne pose pas au Moyen-Âge, mais qui se pose tout de même à nous. Qui recueille cette parole populaire au Moyen-Âge? Non pas la littérature qui est le plus proche du peuple, non pas la littérature en langue vernaculaire, la littérature latine. C'est une démarche de savants qui sont tombés là-dessus. Comment? Qui connaissent comment? Qui en parlent pourquoi? Et la distance même que l'on trouve au Moyen-Âge pose une question. Et enfin, l'art populaire, fils de la nécessité, le trésor des pauvres et l'économie de moyens. Et le fait que le conte ne peut survivre qu'au prix d'une schématisation. Et alors c'est quelque chose qu'au Moyen-Âge, on constate et on ne constate pas. En ce sens que
plus le roman, la chanson, plus l'œuvre littéraire donne une impression, si on veut, de non-sophistication. Plus on a l'impression que l'auteur n'est pas un auteur extrêmement subtil, style Chrétien de Troyes. Plus il y a effectivement une schématisation, mais une schématisation de chaque épisode. Parce que dans cette littérature qui a des ambitions, lorsque chaque épisode est schématisé, à ce moment-là, l'œuvre progresse par accumulation des épisodes et par multiplication des épisodes. C'est quelque chose qu'on constate dans toute littérature. Un très grand roman se construit sur une anecdote et sur l'espace d'une soirée. Un roman plus populaire, si on veut, c'est Fantomas. Et on accumule. De sorte qu'on a cette sorte de tension entre les deux. De très longs romans, enfin je dis romans, ça peut être n'importe quelle littérature narrative, de très longs romans qui sont courts, qui donnent l'impression de la brièveté parce que tout est raconté rapidement, des romans où on se plonge et qui sont des romans de l'amplification. Et enfin, l'amplification au sens de la rhétorique antique, car le Moyen-Âge, qui est très significatif, comprend amplification au sens d'allongement. Alors que chez Quintilien, ce n'est pas ça que ça veut dire. Et quelque chose de révélateur. Et puis, alors, il y aurait tant à dire sur la réécriture de l'oral. Mais enfin bon, beaucoup trop long. Il est certain... voilà, je ne veux pas dire qu'il est tard parce qu'il faut que nous parlions, mais enfin, j'ai tort de trop parler. Non, merci beaucoup. Peut-être qu'on va oui. On leur demande s'il y a des questions ou je réagis à ce qui comme tu veux, c'est toi qui... Peut-être y a-t-il des questions ? Des questions, des impressions. Ça, il y a des familiers d'Henri Pourrat dans la salle, je le sens. Voilà, bon, alors...